Bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire bouleversante qui prouve que parfois, les erreurs du destin sont en réalité ses plus beaux cadeaux. C'est l'histoire de Maxime Dubois, père célibataire de 34 ans et ancien secouriste, qui reçoit un appel désespéré à 2 heures du matin d'une inconnue, qui s'avère être la veuve de l'homme qui lui a sauvé la vie des années plus tôt. Imaginez, vous recevez un appel d'urgence au milieu de la nuit, une femme en détresse qui vous supplie de venir l'aider parce que Antoine lui a dit de vous appeler. Mais Antoine est mort depuis 3 ans, et cette femme est Élise Moreau, PDG milliardaire que vous n'avez jamais rencontré. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment un mauvais numéro peut sauver 3 vies et créer une famille inattendue. Il était 2h03 du matin quand Maxime Dubois reçut l'appel qui allait changer sa vie. Il était assis à sa table de cuisine, recousant un patch sur la chaussure préférée de sa fille Louise. La semelle était presque percée et il n'avait pas encore les moyens de lui en acheter de nouvelles. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Son premier réflexe fut d'ignorer l'appel. Les coups de fil à 2 heures du matin n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. Mais quelque chose le poussa à décrocher. « Allô ?» La voix à l'autre bout était paniquée, hors d'haleine, à peine cohérente. « Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis coincé, je ne peux pas. »« Qui est-ce » demanda Maxime, se levant déjà, son corps réagissant avant son esprit. « Il faut que vous veniez. Antoine. Antoine a dit que vous m'aideriez. » Le nom le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Antoine. Le cœur de Maxime s'arrêta, ses mains se mirent à trembler. Antoine était mort. Antoine était mort depuis 3 ans. Comment cette personne pouvait-elle connaître ce nom? Comment pouvait-elle savoir qu'il fallait le lui dire? « Où êtes-vous? Où êtes-vous? » exigea Maxime, sa voix devenant tranchante, concentrée, glissant dans le mode de réponse d'urgence qu'il pensait avoir laissé derrière lui pour toujours. La femme lui donna une adresse à travers des halètements de douleur. Maxime attrapa sa veste, ses clés, son téléphone. Il courut chez sa voisine, Madame Dubois, frappa avec insistance jusqu'à ce que la dame âgée réponde. « Madame Dubois, j'ai besoin que vous gardiez Louise. Urgence, s'il vous plaît. » Madame Dubois, bénie soit-elle, ne posa aucune question. Elle hocha simplement la tête et se dirigea vers son appartement. Maxime courut vers sa voiture, l'esprit en ébullition. Le nom d'Antoine résonnait dans sa tête. Pourquoi quelqu'un invoquerait-il le nom d'Antoine? Qui était cette femme? Que se passait-il? Il ne savait pas, mais les derniers mots dits d'Antoine résonnaient dans sa tête. Quand quelqu'un a besoin d'aide, tu bouges, tu ne réfléchis pas, tu bouges. Alors Maxime bougea. Maxime Dubois était un homme de 34 ans qui portait le poids du monde sur ses épaules. Grand et fort, mais le visage émacié par le travail jusqu'à l'épuisement, jour après jour, semaine après semaine, sans fin en vue. Il avait perdu sa femme Sarah 3 ans plus tôt dans un accident de voiture qui hantait encore ses rêves. Le chagrin l'avait laissé vide, creux, fonctionnant à peine. Sa fille Louise, maintenant âgée de 6 ans, était la seule raison pour laquelle il continuait. La seule raison pour laquelle il se levait chaque matin. La seule raison pour laquelle il n'avait pas complètement abandonné. Louise était un enfant intelligent et curieux, mais elle avait peur du noir. Chaque soir, elle avait besoin que son père lui lise une histoire avant de pouvoir s'endormir. C'était leur rituel, leur connexion, le fil qui les tenait tous les deux ensemble. Maxime travaillait à 3 emplois pour s'en sortir. Il était technicien pendant la journée, réparant des équipements cassés dans une usine de fabrication. Le soir, il livrait des colis pour un service de courrier. Et tard le soir, quand Louise dormait chez sa sœur, il faisait des petits boulots de réparation pour les voisins, robinets qui fuyaient, meubles cassés. Il n'y avait pas d'autres options. C'était la survie. Il gardait les vieilles chaussures de bébé de Louise dans un tiroir près de son lit. Un rappel que peu importe à quel point ils étaient pauvres, peu importe à quel point il était fatigué, il devait tout faire pour prendre soin de sa fille. Cette petite paire de chaussures usées était son encre,
sa raison de surmonter la douleur et l'épuisement. Antoine Moreau avait été l'homme qui avait sauvé la vie de Maxime des années auparavant, quand ils faisaient tous deux partie d'une équipe de secours d'urgence. Antoine avait sorti Maxime d'un bâtiment effondré lors d'un exercice d'entraînement qui avait mal tourné. Maxime avait été piégé, paniqué, certain qu'il allait mourir. Mais Antoine était resté calme, lui avait parlé et l'avait sorti de là. Antoine était mort 6 mois plus tard dans un accident, une opération de sauvetage qui avait mal tourné. Maxime n'était pas de service ce jour-là, et la culpabilité le rongeait. Il aurait dû être là. Il aurait pu aider. Peut-être qu'Antoine serait encore vivant si Maxime avait été là. Les derniers mots qu'Antoine lui avait jamais dits résonnaient encore dans son esprit. Ne laisse jamais la peur te paralyser, frère. Quand quelqu'un a besoin d'aide, tu bouges. Tu ne réfléchis pas, tu bouges. Ces mots s'entêtent Maxime, car après la mort d'Antoine, il avait quitté l'équipe de secours. Il ne pouvait plus supporter la pression, le risque, le rappel constant de ce qu'il avait perdu. Il avait laissé la peur le paralyser. Il avait échoué à la dernière leçon d'Antoine. 15 minutes plus tard, Maxime arriva à l'adresse donnée. C'était un immeuble chic dans le 16e arrondissement de Paris, le genre d'endroit où le loyer d'un mois équivalait probablement à son revenu annuel entier. Il traversa le hall en courant, ignorant les regards confus du gardien de nuit, et prit l'ascenseur jusqu'au 8e étage, appartement 804. La porte était légèrement entr'ouverte. Maxime la poussa et entra. La scène qui l'accueillit était chaotique. Les meubles étaient renversés, une lampe gisait brisée sur le sol et au milieu de tout cela, une femme était à genoux, serrant son estomac, le visage pâle et couvert de sueur froide. À côté d'elle, une petite fille aux cheveux bruns et aux joues striées de larmes sanglotait inconsolablement. « Maman, maman, s'il vous plaît, réveillez-vous. » Maxime courut vers la femme et s'agenouilla à ses côtés. Ses mains étaient glacées, sa respiration était faible et rapide. C'étaient des signes de choc. Il les avait vus avant, de nombreuses fois pendant ces années dans l'équipe de secours. « Madame, vous m'entendez ?» demanda Maxime, sa voix calme et ferme malgré l'adrénaline qui coursait en lui. Les yeux de la femme s'ouvrirent. Elle le regarda avec confusion et douleur. « Qui êtes-vous? »« Je m'appelle Maxime. Vous m'avez appelé. Ou quelqu'un m'a appelé. Je suis là pour vous aider. » À ce moment, des portes commencèrent à s'ouvrir le long du couloir. Des voisins réveillés par l'agitation sortirent pour voir ce qui se passait. Un homme âgé en peignoir coûteux regarda dans l'appartement. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui êtes-vous? » Une femme en pyjama de soie haleta. « C'est Élise Moreau. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » Mais alors leurs yeux se posèrent sur Maxime. Son jean usé, sa veste délavée, son apparence de classe ouvrière dans ce monde de richesse et de privilèges. L'expression de l'homme âgé passa de l'inquiétude à la suspicion. « Attendez, qui est cet homme? Élise, vous le connaissez? » Il est... Élise essaya de parler, mais la douleur était trop intense. Elle se plia en deux, un gémissement s'échappant de ses lèvres. Une femme riche croisa les bras et dit fort « Un père célibataire du côté pauvre de la ville et la PDG l'appelle au milieu de la nuit? C'est ridicule. » Un autre voisin, un homme en vêtements de détente de créateur, rit avec moquerie. Si elle était malade, elle devrait appeler un médecin, pas un homme au hasard. La petite fille Emma regarda Maxime avec des yeux désespérés et suppliants. « S'il vous plaît, aidez ma maman, s'il vous plaît. » Maxime ignora chaque insulte, chaque commentaire moqueur. Son attention était entièrement sur Élise. Il avait vu des cas comme celui-ci avant. Les symptômes étaient classiques. Sueur froide, respiration rapide, douleur abdominale sévère, peau pâle. C'était un saignement gastrique aigu. Elle était en danger sérieux. « Quelqu'un appelle le 15 maintenant », cria Maxime avec une autorité qui surprit tout le monde. La foule rit. La femme en pyjama de soie ricana. « Vous pensez être médecin? »« Je ne pense rien, » répliqua sèchement Maxime. « Je sais ce que je regarde.
Elle saigne à l'intérieur. Si on ne l'emmène pas à l'hôpital immédiatement, elle pourrait mourir. C'est absurde, dit l'homme âgé avec dédain. Elle a probablement juste mal digéré. Maxime ne perdit pas une seconde de plus à argumenter. Il sortit son téléphone et composa le 15 lui-même. Quand l'opérateur répondit, il parla avec précision clinique. « J'ai besoin d'une ambulance au 22 avenue Foch, appartement 804. Femme d'environ 30 ans, présentant une douleur abdominale aiguë, sueur froide, respiration rapide et peu profonde, et signe de choc hypovolémique. Possible hémorragie gastrique. Elle a besoin d'un transport immédiat. » Il y eut une pause à l'autre bout, puis le ton de l'opérateur changea, devenant urgent. « L'ambulance arrive. Était à 6 minutes. Monsieur, avez-vous une formation médicale? » « Oui, » dit Maxime simplement. Le couloir devint silencieux. Tout le monde le fixa. La respiration d'Élise devint plus laborieuse. Emma agrippa le bras de Maxime, son petit corps tremblant de peur. « S'il vous plaît, ne laissez pas ma maman mourir. » Maxime s'agenouilla au niveau d'Emma et parla doucement. « Je ne vais rien laisser arriver à ta maman, d'accord? Je te le promets. » Emma hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Maxime se tourna vers Élise et la plaça soigneusement en position latérale de sécurité. Il attrapa une couverture du canapé et la couvrit pour la réchauffer, une étape critique dans le traitement du choc. « Restez avec moi, Élise, » dit-il doucement. « Les secours arrivent. Restez juste avec moi. » Les yeux d'Élise rencontrèrent les siens, et pendant un moment, quelque chose passa entre eux. Peut-être de la reconnaissance, ou de la gratitude, ou juste cette simple connexion humaine d'une personne aidant une autre dans son moment le plus sombre. Puis ses yeux se révulsèrent et elle perdit connaissance. « Élise !» Maxime vérifia son pouls. Il était là, mais faible et filant. Emma cria. Les voisins, qui avaient été moqueurs et sceptiques quelques instants plus tôt, se tenaient maintenant figés, réalisant la gravité de la situation. Au loin, les sirènes hurlaient, se rapprochant. L'ambulance arriva exactement 6 minutes plus tard. 2 ambulanciers firent irruption par la porte avec un brancard et un équipement d'urgence. « Demandeur masculin ?» demanda l'un d'eux. « C'est moi », dit Maxime en s'écartant pour leur faire de la place. « Quel est son état? » « Elle a perdu connaissance il y a environ 90 secondes. Le pouls est faible et rapide, respiration superficielle. Je suspecte un saignement gastro-intestinal basé sur la présentation des symptômes. » L'ambulancier regarda Maxime avec un nouveau respect. « Vous aviez raison d'appeler. Elle est en choc. On doit bouger maintenant. » Ils soulevèrent Élise sur le brancard avec une efficacité pratiquée. Un des ambulanciers commença immédiatement une perfusion intraveineuse. Emma se tenait figée, regardant sa mère être emmenée. Maxime prit la petite fille dans ses bras. « Allez, ma chérie, on va avec elle. » L'ambulancier regarda Maxime. « Vous êtes de la famille? » Maxime hésita une seconde. « Non, mais je ne la laisse pas seule. » L'ambulancier hocha la tête. « Montez. » Maxime monta dans l'ambulance, tenant toujours Emma. Il s'assit à côté d'Élise, une main sur la petite fille, une main stabilisant l'épaule d'Élise. Alors que l'ambulance s'éloignait, Maxime regarda en arrière, la foule de voisins debout dans le couloir. Leur visage était un mélange de honte, de choc et de culpabilité. Ils l'avaient jugé moqué, écarté, et ils s'étaient trompés sur tout. L'ambulance fonça dans les rues sombres de Paris, sirènes hurlantes, gyrophares clignotants. Emma enfouissait son visage dans la poitrine de Maxime. « Est-ce que ma maman va aller bien? » Maxime la serra fort. « Je vais m'assurer qu'elle aille bien. » Les services d'urgence de l'hôpital Pitié-Salpêtrière étaient brillants, stériles et chaotiques. Les médecins et infirmières bougeaient avec une urgence contrôlée, alors qu'ils poussaient Élise dans une salle de soins. Maxime se tenait dans la zone d'attente, tenant toujours Emma qui s'était endormie d'épuisement contre son épaule. Une infirmière s'approcha de lui avec une planchette.
Monsieur, êtes-vous le mari de la patiente? Non, dit Maxime, juste quelqu'un qui était là quand elle avait besoin d'aide. L'infirmière le regarda avec curiosité, puis regarda la petite fille dans ses bras. Nous allons devoir contacter sa famille. Je ne sais pas qui appeler, admit Maxime. Je ne connais même pas son nom de famille. Moreau, dit une voix derrière lui. Maxime se retourna pour voir une femme bien habillée dans la cinquantaine, légèrement essoufflée. Son nom est Élise Moreau. Je suis Marguerite Dupont, son assistante de direction. J'ai reçu un appel de la sécurité de l'immeuble. Marguerite regarda Maxime avec surprise. Qui êtes-vous, qui êtes-vous? Maxime Dubois. J'ai reçu un appel d'Élise ce soir. Elle était en difficulté. Je suis venu aider. Les yeux de Marguerite s'écarquillèrent. Elle sortit son téléphone, fit défiler quelque chose, puis regarda Maxime avec une expression de choc. Maxime Dubois, le Maxime d'Antoine? Maintenant, c'était au tour de Maxime d'être surpris. Comment connaissez-vous ce nom? Avant que Marguerite ne puisse répondre, un médecin émergea de la salle de soins. Famille d'Élise Moreau? C'est moi, dit rapidement Marguerite. Comment va-t-elle? L'expression du médecin était grave. Elle a eu une hémorragie gastrique sévère. Si elle était arrivée 10 minutes plus tard, nous n'aurions peut-être pas pu la sauver. Celui qui a passé cet appel au 15 et nous a donné le diagnostic préliminaire lui a sauvé la vie. Tous les regards se tournèrent vers Maxime. Marguerite le fixa. C'était vous? Maxime hocha la tête. Êtes-vous médecin? Non. J'étais paramédical tactique, équipe de secours d'urgence, il y a des années. Le médecin tendit sa main à Maxime. Merci. Votre évaluation était parfaite. Vous lui avez probablement sauvé la vie. Maxime serra sa main, mais ne dit rien. Dans ses bras, Emma bougea et leva les yeux vers lui. Vous avez sauvé ma maman? Maxime sourit doucement. Les docteurs ont sauvé ta maman. Je l'ai juste amenée ici. Mais Emma secoua la tête. Vous l'avez sauvée. Vous êtes un héros. Au cours de l'heure suivante, plus de gens arrivèrent. Une équipe de sécurité de Sterling Group, plusieurs membres du conseil d'administration qui avaient entendu parler de l'hospitalisation de leur PDG et lentement, toute l'histoire commença à émerger. Un des voisins de l'immeuble se présenta, l'homme âgé qui avait été si méprisant plus tôt. Il s'approcha de Maxime avec hésitation. « Je vous dois des excuses, » dit-il tranquillement. « Je vous ai jugé injustement. Je suis désolé. » Maxime hocha simplement la tête. « Ne vous excusez pas auprès de moi. Excusez-vous auprès d'elle quand elle se réveillera. » D'autres vinrent aussi, la femme en pyjama de soie, l'homme en vêtements de détente de créateur. Tous avaient l'air honteux. Tous savaient qu'ils avaient eu tort. Mais Maxime ne se souciait pas de leurs excuses. Il ne se souciait que d'une chose, s'assurer qu'Élise allait bien. Un médecin s'approcha de lui, le même qui avait reconnu sa formation d'urgence. « Puis-je vous parler en privé? » Ils s'écartèrent de la foule. Le médecin baissa la voix. « La façon dont vous avez géré cette scène, le positionnement, l'évaluation, l'appel, ce n'est pas juste des premiers secours de base. Vous étiez paramédical tactique, n'est-ce pas? » Maxime hocha la tête. « Secours d'urgence de Paris, 6 ans. J'ai arrêté il y a 3 ans. » Pourquoi avez-vous arrêté? La mâchoire de Maxime se contracta. « J'ai perdu quelqu'un d'important. Je ne pouvais plus le faire. » Le médecin le regarda avec compréhension. « Je suis désolé. Mais pour ce que ça vaut, vous n'avez pas perdu vos compétences. Vous avez sauvé une vie ce soir. » Après une autre heure, Élise fut transférée dans une chambre privée. Elle était stable, sous sédation, mais hors de danger immédiat. Marguerite s'arrangea pour qu'Emma reste dans la chambre avec sa mère et Maxime aida à installer la petite fille sur une chaise près du lit. Emma leva les yeux vers lui. « Vous ne partez pas, n'est-ce pas? » Maxime hésita. Il devrait partir. Il avait fait ce et pourquoi il était venu.
Élise était en sécurité. Son travail était terminé. Mais regardant le visage effrayé d'Emma, se souvenant de la promesse qu'il lui avait faite dans l'ambulance, il ne pouvait pas juste s'en aller. « Je vais rester encore un peu, » dit-il. Emma sourit et prit sa main. Marguerite attira Maxime à l'écart dans un coin tranquille de la zone d'attente et sortit son téléphone. Elle ouvrit un fichier et lui montra un document scanné. C'était une lettre manuscrite. Maxime commença à lire et son cœur s'arrêta. « Marguerite, s'il m'arrive quelque chose, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Il y a un homme nommé Maxime Dubois. C'était mon meilleur ami. Il m'a sauvé la vie une fois lors d'une opération de secours qui avait mal tourné. Si Élise ou Emma ont jamais besoin d'aide, si elles sont jamais en danger, trouvez Maxime. Il ne les laissera jamais tomber. C'est la personne la plus fiable que j'ai jamais connue. Promettez-moi que vous vous souviendrez de son nom. Promettez-moi que vous le trouverez si elles en ont besoin. » La lettre était signée par Antoine Moreau. Maxime fixa les mots, sa vision se brouillant de larmes. « Antoine, » murmura-t-il. « Antoine Moreau était le mari d'Élise, » dit Marguerite tranquillement. « Il est mort dans une opération de secours il y a 2 ans. Un accident industriel sur un chantier de construction. Il essayait de sauver des ouvriers pris au piège à l'intérieur. » Les mains de Maxime tremblaient. « Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il s'était marié. J'ai perdu le contact avec lui après avoir quitté l'équipe. » « Il ne vous a jamais oublié, » dit Marguerite. « Il a parlé d'Élise de vous. Il lui a dit que si quelque chose lui arrivait, si elle ou Emma était en difficulté, de vous trouver, de vous appeler. » « Mais elle ne m'a pas appelé, » dit Maxime, confus. « Elle a appelé quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? L'appel était une erreur. » Marguerite ouvrit un autre fichier sur son téléphone. Elle garde ses contacts d'urgence, listés par prénom dans son téléphone. Ce soir, quand la douleur l'a frappée et qu'elle pouvait à peine penser, elle a essayé d'appeler son assistant Luc Dubois qui vit près de chez elle. Mais sa vision était floue et elle a touché le mauvais contact. Maxime Dubois. Votre numéro était encore sauvegardé dans son téléphone depuis 2 ans, quand Antoine le lui avait donné. Maxime se sentit comme si le sol bougeait sous ses pieds. Donc c'était un mauvais numéro, une erreur? Non, dit fermement Marguerite. C'était le destin. Antoine s'est assuré que votre numéro soit dans ce téléphone. Il s'est assuré qu'Élise vous trouverait si elle en avait besoin. Et ce soir, même à travers la douleur et la peur et la confusion, une partie d'elle s'est souvenue. Une partie d'elle a tendu la main vers le nom en qui Antoine avait le plus confiance. Maxime s'assit lourdement dans une chaise, l'esprit tournoyant. Antoine. Antoine avait eu confiance en lui. Même après la mort, même après tout. Antoine lui avait laissé cette responsabilité, cette connexion avec la famille qu'il avait laissée derrière lui. Une infirmière s'approcha d'eux. « Monsieur Dubois, Mademoiselle Moreau se réveille. Elle vous demande. » Maxime se leva et marcha vers la chambre d'Élise. Emma était endormie sur la chaise, épuisée par l'épreuve. Les yeux d'Élise étaient ouverts, encore embrumés par les médicaments, mais concentrés sur lui. « Vous êtes venu, » murmura-t-elle. « Oui, » dit simplement Maxime. « Vous nous avez sauvés. » « J'ai fait ce que je pouvais. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. « Antoine m'a parlé de vous. Il a dit que vous étiez la personne la plus courageuse qu'il connaissait. Il a dit que si j'avais jamais besoin d'aide, vraiment besoin d'aide, de vous trouver. » Maxime tira une chaise près du lit et s'assit. « Il a sauvé ma vie une fois. Je lui devais tout. » « Il vous aimait comme un frère, » dit doucement Élise. « Moi aussi je l'aimais, » répondit Maxime, sa voix se brisant. « Et je suis désolé de ne pas avoir été là quand il avait besoin de moi. » Élise tendit la main et prit la sienne. « Il ne voudrait pas que vous portiez cette culpabilité. Il voudrait que vous viviez, que vous soyez heureux. » Maxime regarda leurs mains jointes. « Je ne sais pas si je me souviens comment être heureux. » Élise serra sa main doucement.
peut-être qu'on peut apprendre ensemble. » Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, deux personnes brisées connectées par un homme qu'ils avaient tous deux aimé et perdu. Finalement, Maxime parla. « Je resterai aussi longtemps que vous aurez besoin de moi, je le promets. » Élise sourit à travers ses larmes. « Merci. » Et dans cette chambre d'hôpital, entourée par le bip des machines et la respiration douce d'un enfant qui dormait, quelque chose changea. Quelque chose guérit. Quelque chose commença à grandir. 3 jours plus tard, Élise était prête à sortir de l'hôpital. Son état s'était stabilisé et les médecins étaient confiants qu'elle pourrait continuer sa convalescence à la maison, avec des médicaments appropriés et du repos. Maxime avait à peine quitté l'hôpital pendant ces 3 jours. Il rentrait chez lui seulement pour vérifier Louise, pour la rassurer que tout allait bien, puis retournait s'asseoir avec Élise et Emma. Emma s'était attachée à lui d'une façon qui surprenait tout le monde. Elle tenait sa main pendant les repas, s'asseyait sur ses genoux, en regardant la télévision dans la chambre d'hôpital et lui demandait de lui lire des histoires avant de se coucher. C'était comme si elle avait décidé qu'il était sûr, digne de confiance, et qu'il n'allait nulle part. Maxime se trouvait à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, nécessaire. Pas seulement comme un travailleur, pas seulement comme un père, mais comme une personne qui comptait pour quelqu'un en dehors de son propre petit monde. Le matin de la sortie d'Élise, la chambre d'hôpital était pleine de visiteurs. Marguerite était là, coordonnant la logistique pour ramener Élise chez elle. Plusieurs membres du conseil d'administration de Morrow Group s'arrêtèrent pour prendre des nouvelles de leur PDG. Et étonnamment, beaucoup des voisins de l'immeuble d'Élise vinrent s'excuser. L'homme âgé en peignoir coûteux s'approcha de Maxime avec un remords sincère dans les yeux. « Monsieur Dubois, je dois m'excuser encore. Je vous ai jugé sur les apparences et j'ai eu complètement tort. Vous avez sauvé la vie d'Élise pendant que je restais là à faire des accusations. J'ai honte de moi. » Maxime se leva et serra la main de l'homme. « Ce qui compte, c'est qu'elle aille bien. C'est tout ce qui compte. » La femme en pyjama de soie s'approcha ensuite, sa voix calme. « J'ai dit des choses terribles sur vous cette nuit-là. Je suis tellement désolé. Vous êtes un héros et je vous ai traité comme un criminel. »« Ne vous excusez pas auprès de moi, » dit doucement Maxime. « Je ne suis pas celui qui a été blessé par vos paroles. Élise est celle qui avait besoin d'aide et j'étais juste au bon endroit au bon moment. » Mais son humilité ne faisait que les faire se sentir pire. Ils avaient été si prompts à juger, si prompts à l'écarter, basés sur rien d'autre que son apparence, et il leur avait prouvé qu'ils avaient tort de toutes les façons possibles. Une infirmière qui s'était occupée d'Élise attira Maxime à l'écart. « Je fais ce travail depuis 20 ans, dit-elle, et je n'ai jamais vu quelqu'un rester aussi calme pendant une crise que vous. La plupart des gens paniquent quand quelqu'un qui leur tient à cœur est en danger. Mais vous étiez comme de la glace. Où avez-vous appris ça? »« J'étais paramédical, » expliqua Maxime. « Secours d'urgence. On apprend à éteindre la panique et juste à se concentrer sur ce qui doit être fait. » L'infirmière hocha la tête. « Eh bien, vous lui avez sauvé la vie, j'espère que vous le savez. » Maxime regarda Élise qui était assise sur son lit, riant à quelque chose qu'Emma disait. « J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire. » « Mais la plupart des gens ne le font pas, » dit l'infirmière. « La plupart des gens se figent, la plupart des gens trouvent des excuses. La plupart des gens ne se présentent pas par à 2 heures, 2 heures du matin pour un étranger. Vous l'avez fait, ça vous rend différent. » Quand il fut finalement temps de partir, Maxime aida Élise dans un fauteuil roulant pendant qu'Emma tenait la main de sa mère. Marguerite avait organisé une voiture pour les ramener chez elle et la sécurité serait renforcée dans l'immeuble. Alors qu'ils montaient dans l'ascenseur vers l'appartement, Élise regarda Maxime. « Je ne sais pas comment vous remercier correctement. »« Vous n'avez pas besoin de me remercier, » dit Maxime. « Si, » insista Élise. « Vous m'avez sauvé la vie, vous vous êtes occupé d'Emma quand je ne pouvais pas. Vous avez été là tous les jours, même si vous avez votre propre fille dont il faut s'occuper. Ce n'est pas quelque chose que je peux juste balayer. »
Maxime s'agenouilla pour être à son niveau. Antoine était mon meilleur ami. Il m'a sauvé la vie une fois. Si je pouvais faire ça pour sa famille, pour les gens qu'il aimait, alors j'ai remboursé une dette que je porte depuis des années. C'est tous les remerciements dont j'ai besoin. Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. Il a choisi la bonne personne à qui faire confiance. Ils arrivèrent à l'appartement d'Élise et Maxime l'aida à s'installer. Emma courut vers sa chambre, excitée d'être chez elle. Alors que Maxime se tournait pour partir, Élise attrapa sa main. « S'il vous plaît, ne partez pas encore. Je me sens en sécurité quand vous êtes là. » Maxime la regarda, la vulnérabilité dans ses yeux, et hocha la tête. « Je vais rester encore un peu. » Emma applaudit et attrapa son autre main. « Vous pouvez me lire une histoire. » Et Maxime, qui avait passé 3 ans à construire des murs autour de son cœur, sentit ces murs commencer à se fissurer. Plus tard ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie sur le canapé pendant qu'il lui lisait une histoire, Élise et Maxime s'assirent ensemble dans le silence. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit doucement Élise. « Bien sûr. Pourquoi avez-vous vraiment quitté l'équipe de secours? Marguerite m'a dit que vous étiez l'un des meilleurs. Pourquoi partir? » Maxime fut silencieux longtemps. Finalement, il parla. « Le jour où Antoine s'est mort, je n'étais pas de service. J'avais pris congé pour passer du temps avec ma femme. Quand j'ai reçu l'appel qu'il y avait eu un accident, qu'Antoine était parti, j'ai eu l'impression d'avoir échoué. Comme si j'avais été là, peut-être que les choses auraient été différentes. » Élise secoua la tête. « Vous ne pouvez pas penser comme ça. »« Je sais, » dit Maxime. « Mais le chagrin n'écoute pas la logique. J'ai quitté l'équipe parce que je ne pouvais pas supporter de perdre quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas supporter la responsabilité des vies d'autres personnes. Alors je suis parti et j'ai construit une vie plus petite, plus sûre. » « Mais vous êtes venu quand j'ai appelé, » souligna Élise. « Parce que c'était le nom d'Antoine, » dit Maxime. « Même à travers toute la douleur et la peur, même après 3 ans d'essayer d'oublier, quand j'ai entendu son nom, je ne pouvais pas rester à l'écart, je lui devais trop. » Élise tendit la main et prit la sienne. « Mon mari vous faisait confiance avec la chose la plus importante de sa vie. Moi et Emma. Ce n'est pas une petite chose. »« Je sais, » murmura Maxime. « Alors ne nous quittez pas, » dit Élise, sa voix se brisant. « Je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques jours. Je sais que c'est étrange et compliqué. Mais Emma s'est liée avec vous. Et honnêtement, moi aussi. Je me sens plus en sécurité quand vous êtes là. Comme si rien de mal ne pouvait arriver tant que vous êtes dans les parages. » Maxime la regarda vraiment et vit non pas une PDG puissante, mais une femme qui avait perdu son mari, qui élevait une fille seule, qui tenait à peine tout ensemble. « J'ai ma propre fille, » dit doucement Maxime. « Je ne peux pas juste abandonner ma vie. »« Je ne vous demande pas de le faire, » dit rapidement Élise. « Je vous demande de l'élargir. Louise et Emma pourraient être amies. Vous pourriez l'amener ici. Laissez les filles jouer ensemble. Laissez-nous faire partie de votre vie. Et laissez-vous faire partie de la nôtre. » Maxime pensa à son petit appartement, à ses 3 emplois, à sa fatigue constante. Puis il pensa à cette belle maison, à ces 2 personnes qui avaient besoin de lui et à la possibilité de quelque chose de plus. « D'accord, » dit-il finalement, « essayons. » Élise sourit vraiment pour la première fois depuis la mort d'Antoine. Les semaines suivantes, les vies de Maxime et Élise commencèrent à s'entremêler. Louise et Emma devinrent inséparables, jouant ensemble chaque après-midi. Élise proposa à Maxime un poste de responsable de la sécurité pour Morrow Group, utilisant sa formation de secours et d'urgence. Il accepta, reconnaissant d'avoir enfin un travail stable qui utilisait ses compétences. Ils dînaient ensemble 3 fois par semaine. Ils célébraient les anniversaires ensemble. Ils se soutenaient mutuellement dans les jours difficiles et célébraient les victoires ensemble. Et lentement, prudemment, Maxime se sentait guérir. La culpabilité sur la mort d'Antoine ne disparut pas, mais elle s'adoucit.
Il commença à comprendre qu'honorer la mémoire d'Antoine ne signifiait pas se noyer dans la culpabilité. Cela signifiait prendre soin des gens qu'Antoine aimait. Un soir, alors que Maxime regardait les deux filles jouer dans le salon d'Élise, elle s'assit à côté de lui. « Merci, » dit-elle tranquillement. « Pourquoi? »« Pour vous être présenté cette nuit-là. Pour être resté. Pour être exactement la personne qu'Antoine disait que vous étiez. » Maxime sourit. « Je suis juste content d'avoir répondu au téléphone. »« Moi aussi, » dit Élise en appuyant sa tête contre son épaule. Et dans ce moment, Maxime réalisa quelque chose de profond. Le respect ne vient pas des titres ou de l'argent ou du statut. Il vient de la façon dont vous traitez les gens dans leurs moments les plus faibles. Il vient de se présenter quand personne d'autre ne le fera. Il vient de tenir les promesses, même à ceux qui sont morts. Il avait passé 3 ans à fuir son passé, à se cacher de sa douleur. Mais ce mauvais numéro à 2 heures du matin avait tout changé. Cela l'avait ramené à la vie. 6 mois plus tard, Maxime se tenait dans le salon d'Élise, tenant Louise d'une main et Emma de l'autre. Élise était assise dans son fauteuil, une couverture enroulée autour de ses épaules, un petit sourire sur son visage. « J'ai quelque chose à vous dire, » dit-elle doucement. « Quoi? » demandèrent les filles à l'unisson. « Maxime va venir vivre avec nous. » Les filles crièrent de joie et sautèrent de partout. Maxime sourit et s'agenouilla pour les serrer dans ses bras. « Ça veut dire qu'on va être une vraie famille? » demanda Emma. « On était déjà une vraie famille, » dit Maxime. « Maintenant, on sera juste une famille qui vit ensemble. » Plus tard cette nuit-là, après que les filles soient couchées, Maxime et Élise s'assirent ensemble sur sa terrasse, regardant les lumières de Paris scintiller sous eux. « Tu sais ce qui me rend le plus reconnaissante? » dit Élise. « Quoi? »« Ce n'est pas que tu aies sauvé ma vie cette nuit-là, c'est que tu sois resté, tu aurais pu faire ton travail et partir, mais tu es resté. »« Antoine aurait voulu que je reste, » dit Maxime. « Antoine aurait voulu que tu vives, » corrigea Élise, « que tu sois heureux, que tu trouves l'amour encore. » Maxime la regarda, cette femme remarquable qui avait ramené la lumière dans sa vie. « Je pense que je l'ai trouvée. » Élise sourit et prit sa main. « Moi aussi. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles de Paris et Maxime sut avec certitude que parfois, les erreurs du destin sont en réalité ses plus beaux cadeaux. 1 an plus tard, ils se marièrent tous dans une petite cérémonie dans le jardin de la maison d'Élise. Louise et Emma furent demoiselles d'honneur, portant des robes assorties et des sourires rayonnants. Dans son discours, Maxime dit quelque chose qui fit pleurer tous les invités. « Antoine m'a sauvé la vie une fois dans un bâtiment qui s'effondrait. Mais la plus grande façon dont il m'a sauvé, c'était en s'assurant qu'Élise ait mon numéro dans son téléphone. Parce que cette nuit où elle a appelé par erreur, elle n'a pas juste sauvé sa propre vie. Elle a sauvé la mienne aussi. » Aujourd'hui, 3 ans après cette nuit fatidique, la famille Dubois-Moreau prospère. Maxime dirige maintenant le département de sécurité et d'urgence de Moreau Group. Élise continue de diriger l'entreprise, mais avec une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment dans la vie. Louise et Emma, maintenant âgées de 9 et 7 ans, sont les meilleures amies et sœurs qu'on puisse imaginer. Et parfois, quand elles jouent ensemble, Maxime les entend parler d'oncle Antoine, l'homme qu'elles n'ont jamais rencontré, mais qui a rendu leur famille possible. Chaque année, le 15 novembre, l'anniversaire de cette nuit où tout a changé. La famille fait quelque chose de spécial. Ils visitent la tombe d'Antoine et lui racontent tout ce qui s'est passé dans l'année. Puis ils vont dîner au restaurant préféré d'Antoine et ils portent un toast à l'homme qui a sauvé tant de vies, même après sa mort. Parce que parfois, l'amour ne meurt pas avec la personne. Parfois, il continue, trouve de nouvelles façons de grandir, de guérir, de connecter les gens qui en ont le plus besoin. Et parfois, un mauvais numéro à 2 heures du matin est exactement le bon appel. 5 ans après cette nuit qui avait tout changé, la famille Dubois-Moreau était devenue quelque chose de beau et de solide.
Maxime avait non seulement transformé le département de sécurité de Morrow Group, mais il avait aussi créé un programme de formation en secours d'urgence qui était maintenant utilisé par d'autres entreprises à travers la France. Un matin de printemps, Élise trouva Maxime assis à son bureau, tenant une lettre avec une expression étrange sur le visage. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Une invitation, » dit Maxime, sa voix remplie d'émotion. « Le ministère de l'Intérieur veut créer un prix annuel en l'honneur d'Antoine, le prix Antoine Moreau pour l'excellence en secours d'urgence. Ils veulent que nous soyons présents à la cérémonie. » Élise prit la lettre et la lut. Ses yeux se remplirent de larmes. « Il l'aurait détesté, » dit-elle en riant à travers ses larmes. « Toute cette attention. Il était si discret. »« Mais il l'aurait mérité, » dit Maxime. « Combien de vies a-t-il sauvées dans sa carrière? Combien de familles ont été réunies grâce à lui? »« Y compris la nôtre, » ajouta Élise doucement. Cette nuit-là, ils en parlèrent aux filles pendant le dîner. Louise et Emma, maintenant âgées de 11 et 9 ans, écoutèrent avec fascination. « Alors, oncle Antoine va avoir un prix avec son nom ?» demanda Emma. « C'est ça, » dit Maxime. « Et chaque année, ils donneront ce prix à quelqu'un qui aide les autres comme lui le faisait. »« C'est cool, » dit Louise. « Est-ce qu'on peut y aller? »« Oui, nous y allons tous ensemble, » dit Élise. « C'est important que vous compreniez qui était Antoine et pourquoi il était si spécial. » Le jour de la cérémonie, toute la famille était présente au ministère de l'Intérieur. Marguerite était là aussi, ainsi que de nombreux anciens collègues d'Antoine de l'équipe de secours. Le ministre lui-même présenta le prix, parlant de l'héritage d'Antoine et de son impact sur tant de vies. Puis, il demanda à Maxime de venir à la tribune. Maxime ne s'y attendait pas. Il regarda Élise, qui l'encouragea d'un sourire. Il monta à la tribune et regarda l'audience. « Antoine Moreau était plus qu'un collègue pour moi, commença-t-il. Il était un frère. Il m'a sauvé la vie une fois, littéralement. Mais la plus grande façon dont il m'a sauvé, c'était en me montrant ce que signifie vraiment servir les autres. » Sa voix trembla légèrement. « Antoine m'a dit une fois, « Quand quelqu'un a besoin d'aide, tu bouges. Tu ne réfléchis pas, tu bouges. » Ces mots m'ont hanté après sa mort parce que j'avais arrêté de bouger. J'avais laissé la peur me paralyser. Il regarda Élise et les filles dans l'audience. Mais Antoine avait un plan, même après sa mort. Il s'est assuré que sa famille ait mon numéro. Et quand ils ont eu besoin d'aide, même par accident, même par erreur, j'ai entendu sa voix qui me disait de bouger. Il marqua une pause. Ce prix porte son nom, mais il représente quelque chose de plus grand. Il représente l'idée que nous sommes tous connectés, que nous avons tous la responsabilité de prendre soin les uns des autres. Antoine l'a compris. Il l'a vécu. Et maintenant, c'est à nous de continuer cet héritage. L'audience applaudit chaleureusement. Quand Maxime retourna s'asseoir, Emma lui chuchota. « Oncle Antoine aurait été fier de vous. » Maxime sourit et la serra dans ses bras. J'espère que oui, ma chérie. J'espère que oui. Après la cérémonie, beaucoup d'anciens collègues d'Antoine s'approchèrent de Maxime. Ils partageaient des histoires, des souvenirs, des moments où Antoine avait fait une différence dans leur vie. Un homme plus âgé, qui avait été leur capitaine, prit Maxime à part. « Tu sais, dit-il, Antoine parlait souvent de toi après ton départ. Il était inquiet pour toi. Il disait que tu étais trop bon pour abandonner, que tu reviendrais un jour au service. »« Je ne suis jamais revenu à l'équipe de secours, » dit Maxime. Le capitaine sourit. « Non, mais tu as trouvé une autre façon de servir. Antoine aurait approuvé. » Ce soir-là, la famille retourna à la maison et s'assit dans le jardin. Les filles jouaient pendant que Maxime et Élise regardaient le coucher de soleil. « Tu penses parfois à ce qui se serait passé si je n'avais pas composé ton numéro cette nuit-là? » demanda Élise. « Parfois, » admit Maxime. « Mais je pense aussi que d'une façon ou d'une autre, Antoine aurait trouvé un moyen de nous réunir. Il était têtu comme ça. » Élise rit. « Il l'était? » Il ne lâchait jamais quand il pensait que quelque chose était important. « Et nous étions importants pour lui, » dit Maxime.
sa famille, ses amis. Même après sa mort, il continuait de prendre soin de nous. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, regardant leur fille jouer. « Maxime ?» dit Élise soudain. « Oui. Je veux que les filles comprennent vraiment qui était Antoine. Je veux qu'elles sachent qu'elles font partie de son héritage aussi. Qu'est-ce que tu as en tête? » Je veux créer une bourse d'études, la bourse Antoine Moreau, pour les enfants qui veulent tant devenir secouristes ou travailler dans les services d'urgence. Comme ça, son influence continuera, génération après génération. Maxime la regarda avec admiration. C'est parfait, il aurait adoré ça. Tu m'aideras? Bien sûr, nous le ferons ensemble. Et ainsi, l'héritage d'Antoine continua de grandir. Le prix annuel, la bourse d'études, les innombrables vies touchées par son exemple. Mais pour Maxime, le plus grand héritage d'Antoine était assis autour de cette table chaque soir. Une famille créée par l'amour, soutenue par la foi qu'Antoine avait placée en lui, et unie par la compréhension que parfois, les erreurs sont en réalité des miracles déguisés. 10 ans plus tard, quand Louise et Emma eurent grandi et commencèrent leur propre vie, elles portaient toujours avec elles les leçons d'Antoine. Que l'amour ne meurt jamais vraiment, que nous sommes tous responsables les uns des autres et que parfois, répondre à un appel à l'aide peut changer non seulement la vie de quelqu'un d'autre, mais aussi la vôtre. Et dans le bureau de Maxime, encadré sur le mur, il y avait une photo d'Antoine en uniforme de secouriste, souriant de ce sourire qui avait donné espoir à tant de gens. En dessous, une plaque avec ces mots « Quand quelqu'un a besoin d'aide, tu bouges ». Parce que c'est exactement ce qu'il avait fait. Et c'est exactement ce qu'il continuerait de faire, encore et encore, aussi longtemps que des gens comme Maxime et Élise porteraient son héritage en avant. 15 ans après cette nuit fatidique, Maxime se tenait dans le grand amphithéâtre de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, regardant sa fille Louise, maintenant âgée de 21 ans, recevoir son diplôme de lieutenant de pompier. À côté de lui, Élise essuyait discrètement ses larmes de fierté, tandis qu'Emma, 19 ans et étudiante en médecine d'urgence, applaudissait sa sœur adoptive. « Antoine aurait été si fier », murmura Élise en serrant la main de Maxime. « Il l'est », répondit Maxime avec conviction. « Quelque part, il l'est. » Louise avait choisi cette voie après avoir grandi en entendant les histoires d'Antoine et en voyant le travail de son père. Elle voulait porter l'héritage plus loin. Sauver des vies comme l'homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qu'elle considérait comme son oncle spirituel. Dans son discours de fin de promotion, Louise avait dit quelque chose qui avait ému toute l'Assemblée. « Je dédie ce diplôme à un homme que je n'ai jamais connu, Antoine Moreau, qui a sauvé mon père et, par conséquent, m'a donné la famille que j'ai aujourd'hui. Sa philosophie, quand quelqu'un a besoin d'aide, tu bouges, guidera chaque jour de ma carrière. » Après la cérémonie, la famille se réunit dans le petit restaurant près de l'école où Antoine avait l'habitude d'emmener ses collègues après les entraînements. Marguerite, maintenant âgée de 70 ans, mais toujours pétillante, était présente aussi. « Vous savez, dit-elle en regardant Louise dans son uniforme flambant neuf, j'ai une confession à faire. » Tout le monde se tourna vers elle. Cette nuit-là, il y a 15 ans, quand j'ai montré la lettre d'Antoine à Maxime, ce n'était pas la seule lettre qu'il avait écrite. Le silence tomba sur la table. Il y en avait une autre. Une lettre pour Louise et Emma, à ouvrir quand elles seraient assez grandes pour comprendre. Elle sortit de son sac une enveloppe jaunie par le temps avec l'écriture familière d'Antoine. « Pour Louise et Emma, mes filles de cœur. » Les mains d'Élise tremblaient quand elle prit l'enveloppe. « Marguerite, pourquoi maintenant? » Parce qu'Antoine avait dit de la donner quand l'une d'elles choisirait de servir les autres, comme lui. Aujourd'hui me semble le bon moment. Louise ouvrit délicatement l'enveloppe et commença à lire à haute voix. « Mes chères filles, si vous lisez ceci, c'est que l'une de vous a choisi une voie de service et j'en suis infiniment fier. Je ne vous ai jamais rencontré, mais Élise me parle de vous chaque jour. Louise, avec ta détermination silencieuse et ton cœur généreux. Emma, avec ta curiosité insatiable et ta façon de voir le bien en chaque personne.
J'espère que Maxime a été le père que je savais qu'il pourrait être. J'espère qu'il vous a appris que la véritable force ne vient pas de ce qu'on peut soulever, mais de qui on choisit de soutenir quand ils tombent. Servir les autres n'est pas toujours facile. Il y aura des jours où vous échouerez, où vous arriverez trop tard, où toute votre formation ne suffira pas. Ces jours-là, souvenez-vous que chaque vie sauvée justifie toutes les vies qu'on n'a pas pu sauver. Prenez soin les unes des autres, prenez soin de vos parents. Et n'oubliez jamais que l'amour est la seule chose qui ne meurt jamais vraiment. Avec tout mon amour et ma fierté, votre oncle Antoine. La table était silencieuse. Louise et Emma pleuraient ouvertement. Maxime avait la gorge nouée. « Il y a autre chose, » dit Marguerite doucement. Elle sortit une petite boîte. « Ses médailles de service. Il voulait qu'elles reviennent à ses filles. » Emma tendit la main et prit la boîte. « On les gardera ensemble, » dit-elle en regardant Louise. « Comme une famille. »« Comme une famille, » acquiesça Louise. Ce soir-là, de retour à la maison, Maxime trouva Élise sur la terrasse, regardant les étoiles. « Tu penses à quoi ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « À cette nuit, il y a 15 ans. Si quelqu'un m'avait dit alors que ce mauvais numéro mènerait à tout ça, » elle gesticula vers la maison où on entendait Louise et Emma rire ensemble. « Je ne l'aurais jamais cru. » « Antoine le savait, » dit Maxime avec certitude. « D'une façon ou d'une autre, il savait que nous avions tous besoin les uns des autres. »« Tu penses qu'il est fier de nous? » Maxime regarda les étoiles. « Je pense qu'il voit Louise en uniforme et Emma qui veut sauver des vies, et qu'il sait que son héritage est entre de bonnes mains. » À l'intérieur, Emma appela « Papa, maman, venez voir !» Ils rentrèrent Puyurrend pour trouver les filles en train de regarder les nouvelles. Un reportage montrait la dernière cérémonie du prix Antoine Moreau, où un jeune paramédical qui avait sauvé une famille entière d'un accident de voiture recevait la distinction. « Regardez, » dit Louise avec émerveillement. « Il y a une file de gens qui portent son héritage. »« Et maintenant, tu en fais partie, » dit Emma en serrant sa sœur dans ses bras. Maxime regarda sa famille, cette famille improbable créée par un mauvais numéro et scellée par l'amour, et réalisa quelque chose de profond. Antoine n'était pas mort cette nuit-là dans l'accident industriel. Il vivait dans chaque vie sauvée par ceux qui l'avaient inspiré. Il vivait dans le courage de Louise, dans la compassion d'Emma, dans l'amour qui remplissait cette maison. Il vivait dans le fait qu'un père célibataire épuisé avait répondu à un appel à 2 heures du matin et avait trouvé non seulement sa propre rédemption, mais une nouvelle famille, un nouveau but et une nouvelle façon d'honorer la mémoire de son meilleur ami. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Emma. « Maintenant, » dit Maxime en rassemblant sa famille dans ses bras, « on continue de bouger quand quelqu'un a besoin d'aide. Exactement comme Antoine nous l'a enseigné. » Et dehors, les étoiles brillaient, témoins silencieux d'une histoire d'amour, de perte, de rédemption et de la vérité immuable que parfois, les plus beaux miracles commencent par un simple geste de répondre quand quelqu'un appelle à l'aide. 20 ans après cette nuit qui avait tout changé, Maxime Dubois se tenait dans le nouveau centre de formation Antoine Moreau, regardant une nouvelle promotion de secouristes recevoir leur certification. À 54 ans, il dirigeait maintenant la fondation qui portait le nom de son meilleur ami, formant des centaines de sauveteurs chaque année. Élise, 50 ans et toujours PDG de Moreau Group, avait transformé l'entreprise en leader mondial des technologies de sécurité d'urgence. Mais aujourd'hui, elle n'était pas là en tant que dirigeante. Elle était là en tant que mère, regardant leur fils adoptif Jules, 18 ans, rejoindre les rangs des secouristes. Jules était arrivé dans leur famille 10 ans plus tôt, orphelin après un accident que Louise, alors jeune pompier, n'avait pas pu empêcher. Au lieu de laisser la tragédie les briser, ils avaient accueilli le garçon traumatisé et l'avaient aidé à guérir. Maintenant, il choisissait de suivre les traces de sa famille adoptive. « Maman, papa », appela Louise, maintenant capitaine des pompiers C de Paris et mère de 2 enfants. « Regardez qui j'ai trouvé. » Elle s'approchait avec un homme aux cheveux gris que Maxime reconnut immédiatement.
le capitaine Bernaud, son ancien chef d'équipe. « Maxime, » dit le capitaine en lui serrant la main. « Je voulais être là aujourd'hui. Antoine aurait été fier, » termina Maxime. « Oui, je sais. » Emma, maintenant médecin urgentiste-chef à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, arriva avec ses propres enfants jumeaux de 8 ans, Thomas et Marie, qui couraient vers leurs grands-parents adoptifs. « Grand-papa Maxime, grand-maman Élise » crièrent-ils en se jetant dans leurs bras. Marguerite, maintenant âgée de 45 ans mais toujours présente à chaque événement important, s'approcha avec une enveloppe. « Encore une lettre d'Antoine ?» demanda Élise en souriant. « Non, » rit Marguerite, « celle-ci est de moi. Ma lettre de retraite. Il est temps de passer le flambeau. » Elle tendit l'enveloppe à Jules. « Le conseil d'administration de la Fondation m'a demandé de vous remettre ceci. » Jules ouvrit l'enveloppe, ses yeux s'écarquillant. « Une bourse complète pour l'école de médecine d'urgence, mais je viens juste de finir ma formation de secouriste. La bourse Antoine Moreau pour l'excellence continue, » expliqua Marguerite. « Pour ceux qui montrent un engagement exceptionnel à servir les autres. Votre parcours depuis l'orphelinat jusqu'ici, Antoine aurait approuvé. » Ce soir-là, toute la famille élargie se réunit dans la maison familiale. La table de la salle à manger, agrandie au fil des ans, accueillait maintenant 3 générations. Maxime et Élise, Louise et son mari Pierre avec leurs enfants, Emma et son mari David avec les jumeaux, et Jules. Pendant le dîner, Louise posa une question qui surprit tout le monde. « Papa, est-ce que tu regrettes parfois, d'avoir répondu à ce téléphone il y a 20 ans? » Maxime s'arrêta de manger, regardant autour de la table cette famille incroyable qui était née d'un mauvais numéro. « Regretter? » Il secoua la tête. « Cette nuit a été le début de tout ce qui compte dans ma vie. Vous, votre mère, cette famille, ce but. Comment pourrais-je regretter ça? » « Mais ta vie était si différente avant, » insista Emma. « Plus simple, plus tranquille, plus vide, » corrigea Maxime. « J'existais, mais je ne vivais pas vraiment. Antoine m'avait dit que quand quelqu'un a besoin d'aide, on bouge. Mais j'avais arrêté de bouger après sa mort. Ce n'est que quand votre mère a appelé que j'ai recommencé à vivre. » Élise prit sa main. « Nous avons tous eu besoin de guérir cette nuit-là. Emma avait besoin d'un père. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenait la perte. Tu avais besoin de retrouver ton but. Et maintenant, regardez-nous, » dit Jules avec émerveillement. « Une famille de sauveteurs. »« L'héritage d'Antoine, » dit Thomas, l'un des jumeaux, avec la solennité de ses 8 ans. « C'est ça, » acquiesça Maxime. « Et cet héritage, vous le porterez tous avec vous, peu importe où la vie vous mène. » Après le dîner, Maxime se rendit dans son bureau et sortit d'un tiroir fermé à clé une boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, la dernière lettre qu'Antoine lui avait écrite, jamais envoyée, trouvée dans ses affaires personnelles après sa mort. Il la relut pour la 100e fois. « Mon frère Maxime, si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Je sais que tu vas te blâmer, que tu vas penser que tu aurais dû être là. Arrête ça tout de suite. Je t'ai donné le numéro d'Élise pour une raison. Pas parce que je pensais qu'il m'arriverait quelque chose, mais parce que je savais qu'elle et Emma pourraient avoir besoin de quelqu'un comme toi un jour. Et tu auras besoin d'elle aussi. Tu crois que ton rôle est de sauver les gens, mais parfois, Maxime, les gens qu'on sauve nous sauvent en retour. Élise te sauvera de ta culpabilité. Emma te sauvera de ta solitude, et vous vous sauverez tous mutuellement. Ne laisse pas ma mort te convaincre que tu as échoué. Utilise-la pour te rappeler que chaque moment compte, que chaque vie touche d'autres vies de façon qu'on ne peut pas imaginer. Continue de bouger, mon frère. Continue de répondre quand quelqu'un appelle. Ton frère pour toujours. » Antoine Maxime ferma la lettre et regarda par la fenêtre. Dans le jardin, il pouvait voir Élise lisant une histoire aux jumeaux pendant que les autres adultes nettoyaient la cuisine. Louise et Emma riaient ensemble en se remémorant des souvenirs d'enfance. Jules aidait Pierre avec la vaisselle. Tout cela, cette famille, cette maison pleine de rire et d'amour, cette fondation qui sauvait des vies, cet héritage qui se perpétuait, tout avait commencé par un téléphone qui sonnait à 2 heures du matin
et un homme épuisé qui avait choisi de répondre. Il pensa à tous les « et si » qui auraient pu être différents. Et si Élise avait composé le bon numéro? Et s'il n'avait pas répondu? Et s'il était parti après l'avoir emmené à l'hôpital? Mais il réalisa que toutes ces possibilités n'importaient pas. Ce qui importait, c'était ce qui s'était réellement passé. Le choix qu'il avait fait de répondre, de venir, de rester, d'aimer. Antoine avait eu raison depuis le début. Parfois, les gens qu'on sauve nous sauvent en retour. Son téléphone vibra. Un message de Jules. « Papa, merci pour tout. Je n'aurais jamais eu cette chance sans vous et maman. Je vais faire honneur à l'héritage d'Antoine, je le promets. » Maxime sourit et répondit. « Il n'y a pas de doute là-dessus, fiston. Continue juste de bouger quand quelqu'un a besoin d'aide. » À travers la fenêtre, il vit Élise le chercher du regard. Leurs yeux se croisèrent et elle lui sourit, ce même sourire qu'il était tombé amoureux dans une chambre d'hôpital il y a 20 ans. Il rangea la lettre d'Antoine et retourna vers sa famille. Parce que c'était ça, finalement, l'héritage d'Antoine. Non pas juste les vies sauvées, mais les familles créées, les amours trouvés, les cercles de compassion qui s'élargissaient, génération après génération. Et tout avait commencé par un homme qui avait choisi de décrocher son téléphone et de répondre. « Allô? » Parfois, les plus beaux miracles. Et voilà, mes chers abonnés, l'extraordinaire histoire de Maxime et Élise. Cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale. Parfois, ce que nous percevons comme des erreurs du destin sont en réalité ses plus beaux cadeaux. Maxime avait quitté les secours par culpabilité, convaincu qu'il avait failli à son devoir envers Antoine. Mais ce mauvais numéro à 2 heures du matin lui a permis de découvrir qu'honorer la mémoire d'un ami ne signifie pas se noyer dans la culpabilité, mais prendre soin de ceux qu'il aimait. Cette histoire nous rappelle que nous sommes tous connectés par des fils invisibles. Antoine, même après sa mort, continuait de protéger sa famille en s'assurant qu'Élise ait le numéro de Maxime. Il savait que si quelque chose arrivait, Maxime répondrait à l'appel. Le plus beau dans cette histoire, c'est de voir comment 3 personnes brisées, Maxime par la culpabilité, Élise par la maladie et la solitude, Emma par la peur, se sont guéries mutuellement. Ils ont prouvé que parfois, les gens qu'on sauve nous sauvent en retour. L'héritage d'Antoine vit aujourd'hui dans cette famille extraordinaire, dans la fondation qui porte son nom, dans chaque vie sauvée par ceux qui l'a inspiré. Sa philosophie. Quand quelqu'un a besoin d'aide, tu bouges. Continue de se transmettre de génération en génération. Si cette histoire vous a ému et vous inspire à répondre aux appels à l'aide dans votre propre vie, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec ceux qui croient au miracle du quotidien et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires sur ces moments où le destin nous guide vers notre véritable famille. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu un mauvais numéro qui s'est révélé être exactement le bon appel? À bientôt pour une nouvelle histoire qui vous rappellera que les plus belles familles ne naissent pas toujours du sang, mais de l'amour et du choix de se sauver mutuellement. Commencent par les gestes les plus simples.